Paul Sopopriso, c'est l'un des tout premiers milliardaires de l'histoire du Cameroun. Et pourtant, une immense majorité de Camerounais ignore jusqu'à son nom. Lorsqu'il s'éteint le 25 mai 1996 à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 82 ans, il laisse derrière lui un empire vertigineux. On parle d'un patrimoine immobilier qui s'étire de Douala à Paris, des participations dans les grandes entreprises du pays et une fortune alors estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA. Il laisse 7 héritiers nés de 3 unions différentes et surtout un testament introuvable. Mais pour comprendre comment tout cela s'est effondré, il faut d'abord regarder comment cet empire a été bâti. Tout commence le 19 juillet 1913. Paul Sopopriso naît à Bounamdoumbe, dans le quartier de Bonapriso à Douala. À l'époque, le Cameroun s'appelle encore Cameroun avec un K, une colonie du Deuxième Reich allemand. Il naît donc sujet du Kaiser. 3 ans avant l'arrivée des Français au terme d'une conquête militaire, sa famille appartient à la lignée des Priso, une aristocratie sawa issue du peuple Douala, héritière d'une branche royale qui a été écartée du pouvoir au profit du clan Bel. Ce détail est crucial parce que ce sont ces gens de haut rang mais privés du pouvoir politique qui devraient les accompagner. C'est ce qui va forger son ambition et expliquer une grande partie de la suite. Après ses études à l'école d'Akwa, il intègre l'administration coloniale française, d'abord typographe au bureau domanial de Douala, le service foncier. Il devient ensuite géomètre topographe aux mines des travaux publics. C'est un poste d'observation stratégique et c'est là qu'il décortique les rouages du cadastre des titres fonciers et de toute la mécanique de la propriété coloniale. Et c'est justement là qu'il commence à constituer ses premiers capitaux au milieu des années 30. Fait exceptionnel, il fonde sa première entreprise de construction avec la bénédiction de l'administration. Cette tolérance pour un employé colonial n'a absolument rien d'anodin. L'explication est politique. En 1938, le gouverneur Richard Bruno cherche un relais d'influence pour concrer la propagande germanophile qui séduit encore beaucoup de Camerounais nostalgiques et choisit donc Paul Sopopriso et le place à la tête de la jeunesse camerounaise française, la JECAFRA. Officiellement, c'est une organisation de jeunesse, mais en réalité, c'est un pur outil de contrôle. Pendant 8 ans, Sopopriso va recevoir des fonds secrets de l'administration pour ternir la population éloignée du nationalisme. Son ami André Bouvard, le premier président de l'Assemblée nationale camerounaise, l'avouera plus tard sans détour. L'administration l'a donc lourdement subventionné pour faire tourner la machine. Et à la fin de la guerre, lui a tout simplement dit de garder l'argent pour les services rendus. Le grand capital de Sopopriso s'amorce ici, dans l'ambiguïté des marges du système colonial. Alors, avec ce pécule et les revenus de son entreprise de construction, il bâtit méthodiquement. Il achète des terrains, lève des immeubles et utilise sa fine maîtrise du système pour devenir propriétaire là où tout était pensé pour en exclure les Africains. En 1967, il structure cette immense richesse en créant l'UGIC, l'Union Générale Immobilière du Cameroun, dont il détient 90% des parts, vite suivi par l'UGID à Douala. Ces 2 sociétés deviennent le moteur de son entreprise. Son œuvre la plus concrète et marquante reste la polyclinique Sopopriso à Bonapriso. Tout simplement la toute première clinique privée d'un pays alors cruellement dépourvu d'infrastructures de santé digne de ce nom. Au fil des décennies, ses ramifications s'étendent partout. Il prend des parts dans les brasseries du Cameroun, dans Kami Toyota, Chococam. Il investit à la bourse de Paris dans des géants comme Total, la CFAO, Schlumberger ou AXA. Il achète des appartements dans les beaux quartiers de Neuilly, Boulogne-Billancourt, de Nice, sans oublier un domaine de 8 hectares à Sevran. Alors au Cameroun, il cumule plus d'une centaine d'immeubles. Si les estimations varient entre plusieurs centaines de milliards, de Jeune Afrique
et le millier de milliards chiffré par d'autres journalistes. À sa mort, une chose est sûre, personne avant lui n'avait amassé une telle fortune. Pourtant, le résumer à son argent serait une erreur. Paul Sopopriso est aussi un homme politique d'envergure et c'est là que son destin dépasse la simple réussite financière. Dès 1947, il est l'un des 24 premiers noirs élu à l'Assemblée nationale représentative du Cameroun. Puis, il siège à l'Assemblée de l'Union française à Paris comme conseiller socialiste. Il interviendra des dizaines de fois pour défendre le statut particulier du Cameroun sous tutelle de l'ONU et réclamer le suffrage universel. Mais son véritable coup d'éclat survient au printemps 1954. Il se présente contre Louis-Paul Ojula, un médecin français, ministre à Paris et figure tutélaire du paternalisme colonial. Paul Sopopriso le bat et devient le premier Africain noir à présider l'Assemblée nationale territoriale du Cameroun, à une époque où il n'y a pas encore de gouvernement camerounais autonome. Il devient donc l'homme le plus puissant du pays après le gouverneur. Il s'en sert naturellement et fait revaloriser le salaire des fonctionnaires locaux et force le départ du gouverneur Roland Pré, décrié pour sa répression violente. En 1956, il va encore plus loin en fondant le mouvement d'action nationale camerounais pour réclamer l'indépendance, la réunification et la libération des prisonniers politiques. Une prise de position d'un courage inouï pour l'époque. Puis, le 20 août, en 1960, aux élections législatives, son mouvement s'effondre face à la nouvelle donne. Battu dans son propre fief du Vouri, il voit Amadou Ahidjo prendre le pouvoir. Sopopriso décide alors de se retirer et retourne à ses affaires. Dès lors, le nouveau régime va méthodiquement effacer son nom des livres d'histoire, des discours et des commémorations omnibulées par l'idée de faire d'Ahidjo le créateur unique et providentiel du Cameroun. Aujourd'hui, il ne reste de lui qu'une simple plaque d'avenue à Bonapriso. Et cette disparition institutionnelle va tristement résonner avec le destin de son propre héritage. À sa mort, le chaos s'installe presque immédiatement. 7 héritiers, 3 mères différentes, un premier mariage contesté, un testament introuvable, la guerre de succession éclate. Dès l'an 2000, un accord tente d'écarter la première épouse contre compensation, mais son fils Gaston, lourdement handicapé, refuse et conteste la légitimité de l'accord et accuse ses frères et sœurs d'accaparer les revenus colossaux de l'UGIC et de l'UGID. Alors, depuis, l'Empire est totalement paralysé. Les administrateurs judiciaires se succèdent dans une opacité totale, l'un d'eux étant même accusé d'avoir évaporé 1 demi-milliard de francs CFA à l'étranger. Des milliards dorment sur les comptes bloqués que la justice hésite à distribuer. Les titres fonciers disparaissent par dizaines. En 2010, la célèbre polyclinique finit même placée sous scellé. Les procédures s'accumulent, les avocats s'enrichissent et les immeubles, eux, se dégradent inexorablement. Paul Sopopriso aura passé 60 ans à construire une œuvre titanesque en jouant habilement avec les ressources que son époque et le système colonial voulaient bien lui concéder, mais il n'a rien préparé pour la suite. Pas de transmission, pas de successeur désigné, pas de gouvernance claire. Il est devenu l'exemple type de ce que les économistes appellent la mort des entreprises après le décès du fondateur. Le cas d'école d'un empire sans après. C'est l'histoire tragique d'un homme que le Cameroun officiel a délibérément effacé de l'histoire et que ses propres héritiers sont en train d'effacer de la carte économique.